Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que la nouvelle de la prolongation du confinement ne vous a pas trop déçus. Bon, s'il y a des gens qui sont présents, merci de me confirmer votre présence. Comme ça, on démarre ce cours. Comme d'habitude, on va attendre quelques secondes, le temps qu'il y ait un peu plus de monde, comme on l'a déjà fait lors des 6 séances précédentes. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, de vous avoir comme audience pour cette séance consacrée aux études de marché. On est aujourd'hui à la 7e séance et on avance petit à petit dans le cours pour essayer de couvrir un maximum de concepts, à la fois théoriques, mais aussi vous rapprocher un maximum de la réalité et de la manière d'exécuter des études de marché dans la vie réelle. Donc, s'il y a quelqu'un, si vous êtes là, s'il y a des personnes qui sont présentes, je vous prie de me confirmer votre présence. Comme ça, je commence, je rentre dans le vif du sujet. En attendant, je suis à votre écoute. Si vous avez s'il y a des questions, on a des choses, on peut en parler. On va attendre quand même quelques secondes avant de démarrer. Oui, bonjour, c'est Nabil Msri. Marhaba bik. C'est Nabil, on va attendre encore quelques instants, le temps d'avoir un peu plus de monde, comme ça on démarre cette séance. Parce que, comme vous le savez, on commence d'abord par faire un rappel de ce qu'on a vu lors de la séance précédente. Merci Madame Arafek, ravi de vous voir ici. Naïbakfik. Donc je disais que comme on a l'habitude de le faire à chaque séance, on commence d'abord par faire un petit rappel du cours précédent, rappeler un peu les principaux thèmes qui ont été abordés et ensuite passer à justement le contenu de la séance actuelle. Donc on va le faire bien sûr, le temps d'avoir un peu plus de monde dans cette séance et puis on démarre Inch'Allah. Comme je disais au tout début de cette séance, je suis très ravi de vous avoir à chaque fois. Qui... Oui, bonjour Sissalhi. Mahbabik, avec plaisir. Donc, je disais que c'est toujours un plaisir de vous avoir et c'est toujours un plaisir d'animer pour vous ce cours relatif aux études de marché. Aujourd'hui, nous sommes à la séance 7, après 6 séances, relativement chargées de concepts théoriques, mais aussi d'astuces pratiques pour la réalisation des études de marché dans le monde réel. Donc voilà, on va continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, on va aborder une thématique assez importante. C'est dans la continuité de la séance 6. On va parler d'échantillonnage, mais aujourd'hui, on va parler des techniques d'échantillonnage. La dernière fois, on a vu ensemble comment on peut calculer une taille d'échantillon, comment on le fait suivant la formule et comment on le fait dans le monde réel, tenant compte bien sûr des différentes contraintes qui sont posées aux consultants chargés d'études justement au moment de lancer une étude de marché et puis toutes les entreprises désireuses de réaliser une étude de marché. Je pense qu'on va quand même démarrer, comme ça on ne déborde pas sur la séance qui va suivre, qui elle est censée démarrer à midi. Bonjour si Hichem. Donc on va démarrer. Alors, je disais qu'aujourd'hui on va parler échantillonnage, on va parler plus précisément des techniques d'échantillonnage. On verra qu'il y en a une infinité. On va bien sûr se concentrer sur l'essentiel, les techniques les plus utilisées, celles qui sont réalistes, en tout cas tenant compte de notre contexte, de la réalité de notre marché, et qui sont les plus utilisées justement par les cabinets d'études, notamment les grands cabinets d'études de la place. Alors, le cours il va être structuré de la manière suivante. On va d'abord, bien sûr, et comme à l'accoutumée, faire un rappel du cours précédent. Donc les principaux thèmes abordés, les principaux sujets discutés. Ensuite, on enchaînera sur les méthodes d'échantillonnage. On verra qu'il y a deux grandes familles et c'est sur ces deux familles-là qu'on va mettre l'accent aujourd'hui lors de cette séance. On va parler des méthodes d'échantillonnage probabilistes. On va parler ensuite des méthodes d'échantillonnage empiriques. Et on verra les grandes différences entre les deux familles de méthodes d'échantillonnage. On verra aussi quels sont les avantages et les inconvénients des uns et des autres et
quand est-ce qu'on peut utiliser l'une ou l'autre des méthodologies. Et enfin, comme d'habitude, notre séance dédiée aux questions-réponses. Donc, je resterai à l'écoute de vos questions. J'essaierai d'y répondre avec le maximum de précision possible, mais si vous permettez, on le fera comme d'habitude, on le fera à la fin de la séance, justement pour éviter d'avoir une interruption, notamment technique, de notre cours d'aujourd'hui. Alors, là, j'entre dans le vif du sujet et on va commencer par le rappel de la séance 6. Alors, dans la séance 6, on a expliqué un peu le concept d'échantillonnage. Qu'est-ce qu'on veut dire par échantillonnage par rapport à un recensement général de la population? Qu'est-ce qui nous permet de faire une étude et de nous assurer qu'elle soit représentative? Comment recourir justement aux techniques d'échantillonnage, etc. Ensuite, on a vu ensemble comment on calcule une taille d'échantillon suivant la formule magique ou la formule classique que vous allez trouver dans tous les livres et voir sur Internet. Mais aussi comment font justement les cabinets d'études quand ils veulent calculer une taille d'échantillon, tenant compte d'un certain nombre de paramètres. On a vu qu'il y avait des paramètres importants à considérer au moment de calculer cette taille d'échantillon. Et ça peut, bien évidemment, parmi ces éléments dont il faut tenir compte, bien évidemment, on a le budget, qui est un élément important, mais pas que. Il y a aussi les objectifs de l'étude, la nature de l'étude à réaliser, la nature du marché, en tout cas les caractéristiques du marché sur lequel on mène cette étude, la taille de la population. On a vu aussi qu'il était important de tenir compte du niveau, et pour moi, ça c'est l'élément clé justement pour la détermination de la taille d'échantillon en réalité. C'est le niveau de lecture ou le niveau de finesse des résultats qu'on souhaite obtenir. Ça, c'est un élément vraiment déterminant. Et enfin, on a parlé aussi de la différence entre un calcul de la taille d'échantillon sur le plan théorique et sur le plan pratique. Donc, on s'était arrêté là. Et là, on va enchaîner justement sur la séance d'aujourd'hui qui est la séance 7. Alors, lors de cette séance, comme j'ai dit, on va aborder de manière approfondie les méthodes d'échantillonnage. J'insiste sur ce volet-là d'échantillonnage, c'est pour ça qu'on va passer deux séances dessus, parce que on peut bien faire des études. Tout le monde peut prétendre faire des études. D'ailleurs, on voit un foisonnement d'études sur Internet récemment. Tout le monde veut faire une étude sur le Covid-19, sur l'impact du Covid-19 sur les Marocains, sur la population mondiale, sur l'impact psychologique, l'impact économique, etc. C'est très bien tout ça. Malheureusement, parfois, les règles de base d'une étude de marché ne sont pas respectées et parmi ces règles, une règle extrêmement importante qui est l'échantillonnage. Alors, on veut bien migrer vers le digital et faire toutes les études en ligne, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas oublier la contrainte des cibles. On peut faire une étude sur Internet quand on est sûr que toutes les personnes concernées ou constituant notre population, c'est des personnes qui sont connectées, c'est des personnes qui savent lire et écrire. Maintenant, quand on connaît le taux d'analphabétisme au Maroc, malheureusement il est autour de 30%, on ne peut pas ignorer cette contrainte. C'est-à-dire au moment de réaliser une étude sur Internet, on ignore complètement des personnes qui sont incapables de lire ou écrire. On ignore complètement des personnes qui ne sont pas forcément connectées comme nous sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quel site Internet. Donc, malheureusement, c'est un biais d'échantillonnage. Donc, on va éliminer toute cette tranche de la population et ça, c'est vraiment problématique pour pouvoir extrapoler ces résultats et pouvoir généraliser ces résultats à la population. Donc, on ne peut pas dire en faisant une étude sur Internet, à moins que ce soit sur une population de jeunes tous connectés, sur une population de gens qui ont un certain niveau d'éducation, on ne peut pas dire qu'on peut généraliser les résultats d'une enquête Internet ou la réaliser sur Facebook ou à la va-vite à l'ensemble de la population. Donc il faut toujours préciser cet élément. C'est d'où l'importance de l'échantillonnage et des techniques d'échantillonnage. C'est un élément fondamental, incontournable pour la réalisation d'une étude de marché en bonne et due forme. Donc voilà, c'est important. Je tenais à préciser ça parce que ça me fait mal au cœur parfois de voir des études un peu partout, la descendage en ligne, etc. Et ça ne respecte pas forcément les règles de base d'une étude de marché. Selon qu'on réalise une étude de marché en face à face, au téléphone ou sur Internet ou là par voie postale, peu importe le moyen, les techniques ou les méthodes d'échantillonnage sont les mêmes, il faut les appliquer. Et autrement, si on ne les applique pas, donc il y a un vrai biais
et il faut vivre avec ce biais ou la considérer, ben non, on ne peut pas généraliser justement les résultats à l'ensemble. L'autre sujet ou l'autre problème rencontré et souvent constaté, c'est la nature ou la manière de poser les questions, la structure voilà, la structure d'un questionnaire est aussi très importante et je pense qu'on a passé assez de temps sur ça la dernière fois. Alors, sans trop tarder, là j'enchaîne sur la suite. Donc je passe à la slide qui définit les deux grandes familles. Donc comme je disais au tout début de ce séminaire, on a deux grandes familles de méthodes d'échantillonnage. On parle d'un côté des méthodes probabilistes. Donc ça vient de probabilité et vous savez tous ce qu'on veut dire par probabilité. De toute façon, il y a un cours de statistiques qui a été, je pense, dédié en bonne partie à ça. Et on a de l'autre côté ce qu'on appelle les méthodes empiriques. Donc on va voir un peu la différence entre ces deux méthodes. On est obligé de passer par la définition pour comprendre justement ces concepts de manière claire et approfondie. Alors qu'est-ce qu'on entend par méthode probabiliste? Tout simplement, c'est des méthodes qui reposent sur le principe du tirage au sort des unités de sondage. C'est pour ça qu'on les appelle probabilistes, parce qu'il y a un tirage au sort. Et on sait quand on fait un tirage au sort, comme j'avais expliqué lors de la séance précédente, le fameux exemple des boules rouges et jaunes qui se trouvent dans un sac. Si j'ai deux boules, une rouge et une jaune, bon, la probabilité que la boule jaune soit tirée, elle est de 50%, et la probabilité que la jaune rouge soit tirée, elle est de 50%. Donc c'est égalitaire. Si on a plus de boules, ben, chaque boule représentera une portion justement. S'il y a 5 boules, ben, chaque boule a 20% de chance d'être sélectionnée ou d'être tirée au hasard dans le sac s'il y a une sélection aléatoire des boules dans le sac sans qu'il y ait de biais de sélection. Donc tous les éléments de la population ont une probabilité connue de faire partie de l'échantillon. Donc on sait d'ores et déjà avant de lancer l'étude, ou là avant de commencer le terrain de l'étude, on sait d'ores et déjà que chacun de ces éléments a une probabilité connue à l'avance. La procédure probabiliste nécessite qu'on dispose d'une base de sondage. Et c'est là toute la difficulté des méthodes probabilistes. Donc, comme je disais la dernière fois, c'est possible de le faire quand il s'agit de faire une étude sur les clients d'une entreprise en particulier, sur une population sur une population qui est connue, bien définie, dont on connaît les paramètres et dont on dispose une base de données justement de cette population. Maintenant, imaginez qu'on veut faire une étude au niveau national auprès de tous les Marocains, mais en tout cas auprès d'un échantillon représentatif de Marocains. Où est-ce qu'on va trouver cette base de sondage? À l'exception du HCP, et encore, personne ne peut avoir la prétention justement d'avoir une base de sondage aussi importante pour être représentative de la population marocaine. Donc ça, c'est une contrainte majeure qui constitue un réel blocage justement pour l'application des méthodes probabilistes dans des études grand public. Alors, quelles sont les étapes pour la mise en œuvre d'un échantillonnage probabiliste? Premièrement, établissement de cette fameuse base de sondage, donc c'est toute la difficulté, comme je viens de le préciser. Ensuite, numéroter les individus de 1 à n. Si c'est une population qui fait 30 millions, ben, il faut numéroter les individus de 1 à 30 millions pour pouvoir sélectionner parmi ces 30 millions de personnes. Déterminer la taille n de l'échantillon. On va se dire, on va mener une étude auprès de 1000 personnes, au lieu de 2000, ou 3000, peu importe. Encore une fois, je ne vais pas revenir dans le détail sur la séance précédente, mais dépendamment bien sûr du niveau de lecture souhaité, du budget, du temps dont on dispose, etc. Donc on détermine cette taille d'échantillon, supposons qu'elle soit de 1000. Donc, et on va ensuite tirer les n éléments selon les techniques de génération aléatoire de nombres. Donc aujourd'hui, on peut faire ça, il y a une formule ou une fonction très très simple sur Excel qui s'appelle aléa, pour aléatoire, et justement qui nous permet de sélectionner de manière aléatoire parmi une liste un certain nombre de nombres qu'on peut aller prendre, piocher de manière aléatoire. Mais cette logique d'aléatoire est extrêmement importante parce que il n'est pas juste techniquement d'aller sélectionner des personnes qui sont proches de nous, là, des personnes avec lesquelles on a une affinité, ou la sélectionner comme on le souhaite. Il faut appliquer une sélection ou une règle aléatoire pour sélectionner, soit sur la base en utilisant un algorithme ou une formule Excel, soit en choisissant une méthode de pas, c'est-à-dire, on va voir dans le détail par la suite quelles sont les différentes façons justement d'assurer cette sélection aléatoire des répondants prenant part justement à notre étude de marché. Donc ça, c'est les méthodes probabilistes. À l'opposé, ou là en tout cas la deuxième famille la plus connue des études ou là des techniques d'échantillonnage, c'est ce qu'on appelle les méthodes empiriques. En quoi ça consiste?
Alors, ces méthodes nécessitent de disposer d'informations sur la structure de la population mère. C'est déjà nettement plus simple et plus réaliste que les méthodes probabilistes. Le chargé d'études ou le consultant ou n'importe quelle personne souhaitant réaliser une étude, elle doit être en mesure de savoir comment est structurée la population mère. Alors, Dieu merci, sur ce plan-là, on a le Haut Commissariat au Plan, comme j'ai cité ça à plusieurs reprises lors des séances précédentes, et le Haut Commissariat au Plan, il met à notre disposition, à titre gracieux, vous pouvez trouver ça sur le site du HCP, hcp.ma, des statistiques sur la population, comment est structurée la population marocaine en termes d'âge, comment est structurée cette population en termes de région, comment est répartie, en termes de sexe, homme versus femme, en termes de milieu de résidence, urbain versus rural. Donc vous avez l'ensemble de ces éléments-là qui sont disponibles et qui vous permettent justement d'avoir des informations précises sur la structure de la population mère. Donc sur la base des critères de sélection, c'est-à-dire les variables d'échantillonnage qu'on juge pertinent, on va chercher à construire un échantillon à l'image de la population mère. Supposons que je m'intéresse à la population marocaine des 18 à 60 ans, et donc je veux que mon échantillon soit représentatif de cette population. Donc je vais aller chercher dans les données statistiques du HCP qui sont mises à la disposition du grand public, je vais aller chercher justement la répartition de la population des 18 à 60 ans au Maroc. Donc je vais prendre les statistiques, la tranche des 18 à 24 ans, elle pèse, je sais pas, 10%, les 25 à 35 qui pèsent telle proportion, 36 à 45, etc. Donc je vais prendre ces données-là et je vais essayer de bâtir un échantillon sur la base de ces critères. Je peux appliquer la même chose. Je sais que dans la population marocaine, il y a 49% d'hommes et 51% de femmes. Je peux aussi prendre cette information pour le milieu de résidence. On sait que globalement, c'est du 55-45, donc en termes de répartition entre le rural et l'urbain dans la population marocaine. Alors par contre, je tiens justement à préciser un point, c'est que vous ne pourrez pas avoir d'informations en tout cas pas d'informations comme on le souhaite sur les catégories socio-professionnelles. Alors les catégories socio-professionnelles, c'est ce qu'on appelle les CSP. Souvent, c'est une appellation marketing et la détermination de ces catégories socio-professionnelles, il y a une détermination marketing. Donc, vous n'allez pas trouver forcément cette même définition chez le HCP. Chez le HCP, vous allez trouver une définition en fonction du niveau de vie. Donc, globalement, on a trois grandes classes. On a la classe supérieure, la classe moyenne et la classe inférieure. Mais d'un point de vue marketing, c'est une information qui n'est pas suffisamment détaillée ou qui n'est pas suffisamment actionnable d'un point de vue marketing. Alors, par contre, d'un point de vue marketing, ou là chez les cabinets d'études, vous allez trouver une répartition entre les A, les B. Vous allez trouver une répartition entre ce qu'on appelle les A, qui est la classe supérieure, et les E, qui est la classe, on va dire, inférieure, la catégorie socio-professionnelle. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les B, les C1, les C2 et les D. Donc la population est répartie plus ou moins de cette manière. Maintenant, il y a des statistiques dont disposent les cabinets d'études qui permettent justement d'affiner cette variable et de la considérer justement au moment de faire un échantillonnage, mais ce n'est pas forcément une donnée que vous allez trouver de manière précise chez le HCP. Alors, quelles sont les étapes pour construire ou la mettre en œuvre un échantillonnage empirique? Premièrement, on va définir la population mère. À qui on s'intéresse? Donc, comme je disais tout à l'heure, on s'intéresse peut-être, par exemple, à la population des 18 à 60 ans, et supposons qu'on s'intéresse uniquement aux femmes âgées de 18 à 60 ans, parce que c'est une étude qui va porter exclusivement sur les femmes, notamment peut-être sur des produits de beauté, ou là des produits qui sont utilisés à la maison, etc., et dans la femme à la maîtrise. Donc on définit cette population mère qui nous intéresse. Ensuite, on va identifier les critères d'échantillonnage pertinents. Est-ce qu'on va faire une répartition en termes d'âge? Est-ce qu'on va faire une répartition en termes de sexe? Ou la combinaison des deux? Est-ce qu'on va aussi considérer une répartition en termes de classe sociale? On peut combiner aussi ces trois variables, etc. Donc on va définir quelles sont les variables qui vont définir cette population mère. Et ensuite, on détermine la taille d'échantillon. Supposons qu'on veut choisir 1000 personnes parmi cette population. On a dit que c'est une population de femmes. Supposons que ça représente 16 millions de la population marocaine. Donc peu importe la taille de la population, comme j'avais bien expliqué la dernière fois, la taille d'échantillon n'est absolument pas dépendante, et j'insiste sur ce point-là, elle n'est absolument pas dépendante de la taille de la population mère. Tout dépend du niveau de finesse souhaité. D'ailleurs,
que vous utilisez la formule classique de calcul statistique du calcul de la taille d'échantillon, ou là que vous recourez à la manière dont fonctionnent les cabinets, ou la manière dont les cabinets d'études de marché au niveau international calculent la taille d'échantillon, on ne tient absolument pas compte de la taille de la population mère. Selon qu'on fasse une étude au Maroc ou en Chine, on peut bien la faire sur un même nombre de personnes, sur un même échantillon. On peut bien la faire sur 1000 personnes, ou la 1500, la 2000. Tout dépend du niveau de finesse souhaité. Est-ce qu'on veut faire une lecture par région? Est-ce qu'on veut faire une lecture par âge? Est-ce qu'on veut faire une lecture par classe sociale? Ou la combinaison de tout ça? Et c'est de ce paramètre principalement que va dépendre la taille d'échantillon. Donc, vous pouvez revenir à la séance 6. Une des dernières slides a été dédiée à ça. Donc, on a expliqué de manière très précise et très détaillée justement comment on arrive à déterminer de manière précise une taille d'échantillon. Et enfin, une fois qu'on a déterminé ces éléments, qu'on a déterminé la taille d'échantillon, justement pour compléter cette sélection aléatoire, cette définition d'échantillon de manière empirique, on va vérifier a posteriori la conformité de la structure de l'échantillon avec la population. Donc une fois qu'on a fini notre étude, on s'assure que ce qu'on a obtenu dans cette étude, généralement on ne va pas le faire à la fin parce que ça serait dommage de finir toute une étude et se rendre compte qu'on n'a pas respecté les quotas ou la structure de la population mère. Généralement on va suivre ça au fur et à mesure de l'avancement du terrain. Donc on le fait au fur et à mesure, on n'attend pas la fin de l'étude pour le faire. Donc le mot a posteriori est à prendre avec des pincettes. Ben, on va faire de manière continue pour s'assurer qu'on est en train de respecter les quotas définis ou la structure définie. Donc ça c'est les définitions des méthodes empiriques versus les méthodes probabilistes. Maintenant on va voir les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Donc aucune des deux méthodes n'est parfaite, chacune des deux méthodes a des avantages mais aussi des inconvénients. On va commencer par l'échantillonnage probabiliste. Alors quels sont les avantages de l'échantillonnage probabiliste? Premièrement, ça permet d'extrapoler les résultats à l'ensemble de la population. Donc, bien sûr, si on veut extrapoler une population donnée, il n'y a pas meilleur moyen de le faire qu'en ayant recours aux méthodes d'échantillonnage probabiliste. Ça permet aussi de calculer des marges d'erreur et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des tests d'inférence statistique. Alors, l'objectif aujourd'hui n'est pas de revenir sur ces concepts statistiques parce que je pense qu'il y a un cours qui est dédié, qui a lieu tous les mercredis dans l'après-midi et qui couvre en long et en large justement ce sujet. Mais en tout cas, alors la marge d'erreur, on en a longuement parlé la dernière fois. Les tests d'inférence statistique, c'est des tests qui permettent de vérifier la validité d'une réponse ou une autre, où là, ça permet aussi parfois de comparer des proportions et de s'assurer que quelle est la proportion, est-ce qu'il y a un écart significatif entre une proportion et une autre. Alors, quand est-ce que c'est utilisé? C'est utilisé quand on ne sait rien sur la structure de la population. On n'a pas de données sur la structure de la population. Et donc, à ce moment-là, on va recourir à un échantillonnage probabiliste. C'est important parce que c'est une technique très utile quand on peut se permettre, quand on a les moyens de le faire. Et très utile parce qu'elle permet d'éliminer les biais qui sont liés au choix des variables d'échantillonnage. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on est dans une logique empirique, on peut décider de choisir la classe sociale, l'âge, le sexe et peut-être le milieu de résidence comme variable. Mais bon, c'est un choix prémédité et ça peut être biaisant. C'est-à-dire que c'est subjectif. C'est moi qui ai décidé, moi en tant que chargé d'études, qui ai décidé de choisir ces variables. Je n'ai pas forcément tenu compte d'autres variables. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça permet de faire aussi? Ça permet d'éliminer l'arbitraire, le choix des unités de sondage. On ne choisit pas comme on le souhaite les unités de sondage. Ça doit être sélectionné de manière complètement aléatoire. Maintenant, il y a plein d'inconvénients aussi quand on recourt à l'échantillonnage probabiliste. Parmi ces inconvénients, ça nécessite bien sûr, et ça c'est la contrainte majeure que tout cabinet d'études, à laquelle est confronté tout cabinet d'études, parce que ça nécessite de disposer d'une base de sondage. Comme je l'ai dit, on peut recourir à ce genre d'études généralement quand on fait des études B2B, quand la base de sondage est disponible. Quand on fait des études grand public, c'est-à-dire plutôt dans une logique B2C qui s'adresse à une population plus large, avoir la prétention de disposer d'une base de sondage, c'est difficile de l'avoir. Donc ça constitue une contrainte vraiment majeure. Alors, et aussi, le coût est très très élevé. Parce que pourquoi ce coût est élevé? Le coût du recours à l'échantillonnage probabiliste, parce qu'il s'agit d'élaborer d'abord la base de sondage, donc c'est une contrainte majeure, et ça dépend aussi de la dispersion des éléments de l'échantillon. Donc, qui dit dispersion, ça peut être une dispersion géographique.
on va devoir aller chercher des personnes dans le sud lointain ou là dans l'oriental ou là, donc parfois ça complique un peu la démarche d'un chercheur d'études. Le coût élevé et perte de temps lié à la recherche et à l'identification physique des éléments. Donc pour aller chercher de manière aléatoire les personnes qu'on a identifiées qui se trouvent dans un quartier ou là dans une ruelle déterminée, dans un quartier X, dans une ville et une région, etc. Donc il y a un certain nombre de variables qui rendent compliqué justement la sélection de ces personnes-là qui vont faire partie de notre échantillon. Et la perte d'efficacité en cas de taux de non-réponse élevé. Donc si on a un taux de non-réponse qui est élevé, de gens qui ne veulent pas participer ou qui ne sont pas présents, donc on perd en efficacité, c'est-à-dire qu'on va perdre un peu toute la beauté ou toute la finesse que nous apporte la sélection aléatoire des personnes, ou tout l'avantage que procure l'échantillonnage probabiliste, on va le perdre parce qu'on a un taux de non-réponse qui est élevé. Alors, on finit avec l'échantillonnage probabiliste. Là, on va passer aux avantages et inconvénients de l'échantillonnage empirique. Alors, quels sont les avantages de ce type d'échantillonnage? Ça ne nécessite pas de disposer d'une base de sondage, donc ça c'est une très bonne nouvelle et une grande nouvelle, et non des moindres. Elle permet, ou là, l'échantillonnage empirique permet de vérifier la représentativité de l'échantillon par rapport à la population selon les variables d'échantillonnage retenues. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on retient l'âge, le sexe, la classe sociale, par exemple, et le milieu de résidence, ben, on a la possibilité de vérifier que notre échantillon est bien représentatif de la population globale en ce qui concerne les variables citées. Alors, c'est nécessaire lorsqu'il est difficile et coûteux de constituer une base de sondage. Et c'est quasiment tout le temps difficile et coûteux de constituer une base de sondage. Les bases de sondage n'existent malheureusement pas et ne courent pas les rues. Donc, on n'en a pas à disposition. Et on ne cherche pas à déterminer la structure de la population à étudier. Donc, c'est un point important. Quand on ne cherche pas à déterminer la structure, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'exercice sur l'échantillon pour pouvoir définir la structure de la population. On fait la procédure inverse. On va d'abord déterminer la structure de la population mère et sur la base de cette structure, on va calculer notre échantillon qui doit être représentatif selon les variables qu'on a listées, 3 ou 4 ou les 5 variables, comme étant des variables d'échantillonnage. Et à ce moment-là, l'exercice est plus simple que de le faire dans le sens inverse. Elles sont les méthodes d'échantillonnage empirique, elles sont plus faciles et moins coûteuses à mettre en œuvre, forcément, et permettent d'effectuer des redressements et des pondérations. Donc, ça, là encore, je vais passer rapidement sur ça, j'ouvre une parenthèse. Donc, généralement, quand on fait une étude et qu'on se rend compte que l'échantillon n'est pas forcément représentatif ou n'est pas calqué sur la structure de la population mère, on a toujours cette possibilité d'effectuer des redressements. Il y a des techniques pour ça. Il faut être un statisticien chevronné pour savoir quels sont les seuils à respecter, comment on peut redresser, quel est le minimum, le maximum appliqué, etc. Mais ça nécessite une séance à part entière. Mais tout ça pour dire que ça, c'est un grand avantage aussi que nous permettent les méthodes d'échantillonnage empirique. À l'inverse, les inconvénients cette fois-ci, alors impliquent la connaissance de la structure de la population. Et comme je vous ai dit, Dieu merci, c'est pas le cas de tous les pays, je vous le confirme. Et même chez nous, ça fait pas longtemps, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que le HCP met à disposition des données à jour. Parce qu'avant, on pouvait avoir des données qui dataient de très très longtemps. Je me souviens au moment de commencer à travailler dans ce domaine, dans les études de marché, à chaque fois qu'on allait chercher des données statistiques, ben, c'est des données qui dataient d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, etc. Et donc c'était compliqué à mettre en œuvre quand on sait à quel rythme évolue la population, à quel rythme évolue justement la structure de la population. Donc aujourd'hui, ce que fait le HCP, ils font un recensement chaque 10 ans, c'est très bien, mais chaque année, il y a une mise à jour des données du recensement. Donc vous pouvez chaque année utiliser des données fraîches récentes qui ont été retravaillées sur la base de l'évolution justement de la population. Aujourd'hui, quand vous rentrez sur hcp.ma, la première information que vous allez trouver, c'est l'horloge de la population. Donc c'est une horloge qui se met à jour de manière continue et vous indique la taille de la population. Donc vous voyez en temps réel combien de personnes sont rajoutées à chaque, je sais pas à quelle fréquence elle se rafraîchit, mais peut-être à chaque 10 secondes ou 20 secondes, vous avez un chiffre différent par rapport au premier. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution de la population qui passe de 33 millions à 34, à 35, etc. au fil du temps. Je vous invite très sérieusement à jeter un coup d'œil sur le site du HCP si vous êtes dans le domaine ou vous intéressez aux études de marché. Il y a énormément d'informations. Il y a encore des améliorations bien sûr à apporter comme sur n'importe quel site, mais en tout cas,
Il y a énormément d'informations sur la population, des données démographiques, des données socio-économiques, etc. Il y a des cartes, c'est super bien garni. Il y a même aujourd'hui, ils mettent à disposition des données, comment on appelle ça, pour de la big data. Bon, il y a des données accessibles pour les gens qui veulent faire des analyses poussées, ou des métadonnées, voilà. Ils appellent ça des métadonnées, qui sont à la disposition du grand public pour utilisation, analyse, etc., pour les chercheurs notamment en statistique. Donc, jetez un coup d'œil, vous allez être surpris par la qualité du site. Alors, n'élimine pas, autre inconvénient d'échantillonnage empirique, c'est n'élimine pas l'arbitraire dans le choix des unités de sondage. Donc l'arbitraire existe, il va continuer. Maintenant, il y a des manières d'y pallier. Comme j'insiste sur un point là encore, comme je vous l'ai toujours dit, aucune étude n'est parfaite. Je reviens à la définition que j'ai partagée avec vous lors de la première séance. L'étude de marché n'est pas une science exacte, c'est un moyen. Les techniques nous permettent de nous rapprocher un maximum de la réalité, d'éliminer les risques liés à la prise d'une décision stratégique au niveau de l'entreprise. Donc, c'est pas parfait. Il y a toujours une marge d'erreur. C'est pour ça qu'on parle de marge d'erreur. C'est pour ça qu'on parle d'un certain nombre de biais liés à l'échantillonnage, ou le biais lié à la manière de poser les questions, etc. Mais on vit avec. Donc, mieux vaut avoir une information qui est juste à 95% que d'avoir zéro information et de naviguer à vue. C'est ça l'erreur que commettent un certain nombre de chefs d'entreprise, ou là de gens qui ne font pas réellement confiance aux études de marché en se disant ouais, il y a la marge d'erreur, c'est pas précis, comment je sais que cette personne m'a donné une réponse exacte, etc. Sachez, messieurs, qu'effectivement il y a des marges d'erreur et on vit avec ces marges d'erreur. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de techniques statistiques justement pour minimiser le risque lié à la prise de décision. Donc, il ne faut pas se dire, ah là, ça ne sert pas à grand chose. Au contraire, il faut se dire, j'ai une information, en l'absence d'information, je navigue à vue, donc je prends 100%. Donc, j'ai une marge d'erreur de 100%. Maintenant, si je peux avoir une information qui est précise à 95% avec une marge d'erreur acceptable, tolérable à 3, à 4 ou à 5%, à ce moment-là, je préfère bien évidemment avoir ce type d'information plutôt que de prendre des risques dans la prise de décision. Et enfin, ça ne permet pas l'utilisation des tests statistiques. Bon, ça c'est un point qu'on peut discuter et on peut revenir à ça dans le détail. Alors, maintenant, comment on peut différencier, ou là, quelles sont les différences entre les différentes méthodes d'échantillonnage, ou là, quelles sont les différentes méthodes d'échantillonnage qui existent. Donc, d'un côté, on a ce qu'on appelle les méthodes probabilistes, c'est la famille, et à l'intérieur de cette famille, on a 4 ou 5 types de méthodes probabilistes. J'ai mis en gras les méthodes les plus importantes, les plus utilisées. Le reste existe, bon, je vous assure que dans la réalité, on va pas sortir encore une fois le catalogue de toutes ces techniques et essayer de voir à chaque fois laquelle utiliser. On a ce qu'on appelle l'échantillonnage aléatoire simple. Ça, c'est le truc le plus utilisé à chaque fois qu'on a recours aux méthodes probabilistes. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'échantillonnage aléatoire stratifié. Je vais expliquer ces deux méthodes de manière approfondie. Le reste des méthodes, on va se limiter au titre. On a ce qu'on appelle l'échantillonnage systématique, on a ce qu'on appelle un échantillonnage par grappe, échantillonnage par étape. En cas de besoin, on pourrait revenir à ça dans le détail, mais ça va faire trop de détails. Donc l'idée, c'est quoi? Donc on va se focaliser sur les techniques qui sont en gras, qui sont surlignées justement parmi les méthodes probabilistes. En termes de hasard, le niveau de hasard, bien évidemment, plus on a de hasard, plus précise et notre échantillonnage. Donc la technique la plus hasardeuse, ou là où le hasard est le plus élevé, c'est l'échantillonnage aléatoire simple. Et à l'inverse, l'échantillonnage par étapes, c'est là où on a le moins de hasard, et donc c'est là où on a peut-être une marge d'erreur plus importante. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle les méthodes empiriques. Alors elles diffèrent en fonction de leur complexité. Ça va de l'échantillonnage de convenance. Alors, échantillonnage de convenance, rapidement, juste pour que vous sachiez ce que c'est, on va décider nous-mêmes de donner un poids à chacune des variables de l'échantillon et l'appliquer. Donc, on va penser que les 18 à 24 ans, ils pèsent que 7% de la population, que les 50 à 60 ans, ils pèsent 15% de la population, mais c'est une décision qu'on a prise nous-mêmes. Généralement, on va avoir recours à l'échantillonnage de convenance
quand on a des contraintes de réalisation de terrain, mais par la suite, on va redresser cet échantillon. Donc, je vous évite un peu on va éviter de rentrer vraiment dans ça, parce que ça nécessite, comme j'ai dit tout à l'heure, un cours à part entière. Alors, en termes de complexité, la méthode la moins compliquée, ou la moins complexe lorsqu'il s'agit des méthodes empiriques, c'est l'échantillonnage de convenance. Et la plus complexe, c'est l'échantillonnage par quota. Et sachez que cette dernière technique, c'est la technique la plus utilisée en études de marché, l'échantillonnage par quota. Et je vais expliquer dans le détail comment fonctionne l'échantillonnage par quota. Alors, on va d'abord commencer par la méthode d'échantillonnage probabiliste, les deux principales dont on a parlé. Donc, on va commencer par l'échantillonnage aléatoire simple. En quoi ça consiste? Donc, il s'agit de constituer un échantillon par un processus de génération des unités d'échantillonnage de manière aléatoire. Donc, il faut respecter la sélection aléatoire des unités d'échantillonnage. La première règle de base, c'est pour ça qu'on l'appelle aléatoire. Alors, toutes les unités constituant la population mère ont la même probabilité d'être tirées. Donc, on sait que toutes les unités qui constituent ces populations mères, que ce soit une unité d'âge, ou là de classe sociale, ou là de région, ou là de sexe, etc., elle a la même probabilité d'être tirée. C'est-à-dire, on sait d'ores et déjà quelle est la probabilité que chacune de ces variables soit vérifiée, ou chacune des unités de sondage constituant la population mère va être tirée. À quelle probabilité? Troisième élément, la constitution de l'échantillon peut s'effectuer par une procédure informatique automatisée. Comme j'ai dit sur Excel déjà, vous avez la méthode de sélection aléatoire, une fonction qui s'appelle aléa. Vous pouvez aller vérifier cette formule sur Excel. Elle est très simple d'utilisation. Vous avez une liste donnée, et bien aléa va aller vous permettre. Généralement, on va utiliser ça maintenant quand on fait des sondages téléphoniques et qu'on ne dispose pas de base de données. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les suffixes, c'est-à-dire maintenant le 0661 ou le 0674 ou le 0660, peu importe le suffixe qu'on prend, et ça dépend de l'opérateur aussi. Donc vous pouvez avoir la liste des suffixes de tous les opérateurs au Maroc, elle existe sur le site de la NRT. Là encore, c'est un site qui dispose d'un certain nombre d'informations intéressantes sur le secteur des télécoms, ça vaut le détour, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur le contenu du site. Parce qu'il y a un certain nombre d'études, etc., et de rapports qu'ils ont réalisés. Donc, vous avez le détail de comment est structuré le parc de téléphonie au Maroc, le parc Internet, que ce soit la téléphonie fixe sur la mobile, etc. Vous avez tous ces détails. Donc, on peut aller trouver les suffixes. On le fait quand on fait des études CLATI, c'est-à-dire au téléphone et qu'on ne dispose pas de base de sondage. Donc, on va aller sélectionner les suffixes et on va aller sur Excel, définir un intervalle. Maintenant, aller de 0,6 à 0,6 99, 99, 99, 99, donc comme ça on est sûr de couvrir toute la plage qui commence par 0,6 et on utilise justement la formule aléa pour générer aléatoirement des numéros de téléphone qui sont compris entre 0,6, 00, 00, et 0,6, 99, 99, 99. Donc on peut sélectionner de manière aléatoire, ça nous sort une liste infinie de numéros de téléphone et on pourra les sélectionner. Ça c'est une procédure aléatoire, comme il y a des logiciels aussi qui aident dans cette sélection aléatoire. Et où là on peut recourir de manière un peu plus classique à la table des nombres aléatoires, mais je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui vont utiliser ça, donc il faut plutôt recourir à des techniques informatiques plus simples et plus accessibles. Alors comment se fait la procédure de constitution d'échantillons quand il s'agit d'échantillonnage aléatoire simple? D'abord, on va attribuer à chaque élément de la population un numéro de 1 à n, donc supposons qu'on a une population constituée de 100 000 personnes, on va donner un numéro de 1 jusqu'à 100 000. Les numéros des unités échantillonnées sont déterminés par séquences successives de x chiffres. On va se dire maintenant, on va sélectionner à chaque fois, on va prendre le premier chiffre, le 10e, le 20e, le 30e, donc par dizaine, jusqu'à ce qu'on arrive aux 100 000. Voilà, c'est un peu ça le principe. Le nombre de chiffres composant les séquences à retenir dépend de la taille de la population. Si je veux réaliser une étude auprès si la population contient 100 000 personnes et que moi je m'intéresse à 1000 personnes, je dois sélectionner 1000, ben je sélectionne par centaines. Je prends numéro 1, numéro 101, numéro 201, 301, etc., etc. Donc de cette manière, je sélectionne de manière aléatoire. Comme je peux démarrer au numéro 2 et aller au 102, au 202, au 203, etc. Donc il faut respecter ce qu'on appelle le pas, c'est-à-dire un même pas. Un même écart entre le premier sélectionné, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à atteindre mon échantillon de 1000.
Voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu cette procédure de sélection aléatoire. On a ce qu'on appelle l'échantillonnage aléatoire stratifié. Alors, c'est quoi l'échantillonnage aléatoire stratifié? Là, par contre, on va subdiviser la population, on va la répartir, la splitter, la population mère en sous-groupes. On appelle ça des strates. C'est pour ça que la technique s'appelle échantillonnage aléatoire stratifié. Ça vient de strate. Et on va tirer un échantillon aléatoire simple au sein de chaque strate. C'est-à-dire, on a déjà fait, c'est comme si on décortiquait le problème. On va le décortiquer, ou là, on va splitter le problème en plusieurs sous-problèmes. Donc, de la même manière, on va splitter cette population en plusieurs strates. Et donc, à l'intérieur de chaque strate, on va faire notre tirage aléatoire. Alors, le degré de représentation de chaque strate au sein de l'échantillon peut être oui ou non proportionnel à son importance au sein de la population. Donc, dépendamment de l'importance au sein de la population, on peut décider que ce soit proportionnel ou pas. On peut décider que toutes les strates ont un poids de 100 sur un échantillon de 1000, ou là on peut attribuer à une strate, maintenant si c'est une strate en classe sociale, on va dire maintenant que les AB pèsent 8%, donc sur les 1000, je vais avoir 80, une strate qui contient 80 individus représentant ou participant à mon échantillon. Si les DE représentent 47%, ben 470 personnes doivent appartenir au DE. Donc, ça tient compte justement de l'importance de la strate dans la population. Généralement, la variable de stratification retenue est celle qu'on cherche à estimer. Est-ce qu'on cherche à estimer la classe sociale, on cherche à estimer le poids des classes sociales, le poids des âges, ou là, souvenez-vous bien, on est dans l'aléatoire. Alors, l'échantillonnage aléatoire stratifié permet, d'améliorer la précision des résultats au sein des strates. Donc, on est sûr qu'à l'intérieur de chaque strate, on a des résultats qui sont représentatifs. Et 2, de s'assurer de la représentation en effectif suffisant des strates faiblement représentées dans la population mère. Donc, on s'assure, on accorde un minimum d'importance à chacune des strates. Supposons que les AB, comme j'ai dit, ne représentent que 8%, le fait de leur donner un poids au préalable, c'est-à-dire qu'on considérait qu'il doit y avoir 80 personnes parmi les 1000 appartenant à la classe sociale AB, ça revient à donner un poids ou à représenter de manière fidèle la strate des AB dans cette population plutôt que d'aller les sélectionner de manière complètement aléatoire et aller sur l'échantillonnage aléatoire. Alors concrètement, comment ça fonctionne l'échantillonnage aléatoire stratifié? Ben, vous avez ce schéma qui illustre très très bien cette répartition. Alors la population mère est celle que vous voyez ici. Donc la population mère, elle est constituée, bon j'ai pris l'exemple des classes sociales. Bon, pardon, il y a une inversion ici. Bon, les AB devraient être là et les DE plutôt là. Donc, alors, plutôt regardez là. Donc, on a les différentes classes sociales A, B, C1, C2 et D. Donc, la population mère est en principe comme ça. Donc, considérez que les AB se trouvent ici. C'est juste une erreur de copier-coller. Les AB ici, les C1 ici, et les C2 ici, et les DE ici. Donc, quand vous voyez la population mère, elle est constituée de cette manière, et l'ensemble des échantillons qui sortent ou qui sont extraits de cette population mère, notamment l'échantillon 1, l'échantillon 2, l'échantillon 3, l'échantillon 4, se ressemblent en termes de répartition. Et là, j'ai choisi une répartition en termes de classe sociale. Donc, la classe sociale étant la strate qui nous intéresse. On a fait une stratification sur la base de la CS. C'est ça le principe qu'on a utilisé. Et donc, il faut que ce soit fidèle. Chacune des strates doit être fidèle à la population mère en termes de répartition. Donc, si c'est une strate en classe sociale, ça doit être ça. Si c'est une strate en termes d'âge, on doit respecter les tranches d'âge. Si c'est en termes de sexe urbain, pardon, homme versus femme, ça doit respecter cette répartition, etc. Alors, là, on va passer aux méthodes d'échantillonnage empirique. Alors, les méthodes d'échantillonnage empirique, qui est la deuxième famille, la plus connue justement en études de marché. Dans cette famille de l'échantillonnage empirique, on va focaliser principalement sur l'échantillonnage par quota, parce que c'est la technique vraiment la plus utilisée. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher autre chose, d'approfondir la maîtrise d'autres techniques. En quoi ça consiste? Ça consiste à introduire dans un échantillon une proportion imposée de certains sous-groupes de la population. Donc, on recrée artificiellement, au niveau d'échantillon, la structure de la population. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on prend les statistiques de la population fournies par le HCP, donc le HCP, il nous donne des statistiques de la population en termes d'âge, en termes de, comme j'ai dit, en termes de région, en termes de lieu d'habitation, en termes de sexe, homme versus femme, etc. Et donc on prend ces proportions, on les applique à notre échantillon. Donc on sait qu'il y a des quotas prédéfinis qui sont, de toute façon, le travail
de sélection aléatoire, où là, le travail aléatoire a été fait par le HCP sur la base du recensement, donc il n'y a pas plus précis que le recensement. On va se baser justement sur cette répartition, sur les chiffres qui sont mis à notre disposition pour construire ou là pour donner une structure à notre échantillon. Généralement, on va utiliser, on va retenir des quotas sur la base de l'âge, du sexe, de la CSP, de la vie, du milieu de résidence. C'est les principales variables utilisées. Rien ne nous empêche d'utiliser d'autres variables. En tout cas, c'est les variables les plus communément utilisées par quasiment tous les cabinets quand il s'agit de faire ou là de construire un échantillonnage par quota. Alors, c'est une méthode qui ressemble un peu à ce qu'on a appelé l'échantillonnage stratifié. Par contre, la différence entre les deux, c'est que les unités de sondage ne sont pas choisies de manière aléatoire. Les unités ont été sélectionnées justement par nos propres soins sur la base de statistiques de la population, de statistiques réelles et solides, fournies par le Haut Commissariat au Plan. On va choisir bien sûr en fonction de l'accessibilité, bon ça c'est un autre paramètre. On peut décider de ne pas couvrir les plus de 65 ans quand on fait une enquête au téléphone. Parce que, bon, ils risquent de ne pas vouloir participer à l'étude, parce qu'ils risquent de ne pas comprendre nos questions, etc. Donc, on peut décider d'aller de se limiter ou de limiter notre étude aux 60 ans, ou là aux 55 ans, c'est à nous de choisir. Bon, il y a un certain nombre de règles à respecter justement dans ce sens. Il est souhaitable généralement de ne pas utiliser plus de 3 variables de quota. Il ne faut pas combiner ensemble 10 variables, on n'y arrivera jamais. Je vous expliquerai par la suite qu'on peut parler de quotas simples ou de quotas croisés. Surtout quand il s'agit de quotas croisés, c'est difficile de mettre ensemble plus de 3 variables. Sinon, ça devient une usine à gaz et compliqué à atteindre. Bon, mais par contre, on peut bien combiner 3 variables de quotas. Les quotas peuvent être simples ou croisés, c'est ce que je viens de dire. En associant cette approche avec la méthode des itinéraires, pour choisir les répondants, on peut réduire ce qu'on appelle les erreurs d'échantillonnage. D'accord. Alors, et réduire aussi la marge d'intervention de l'enquêteur dans le choix des répondants. Alors, dans la vie normale, si on laisse un enquêteur choisir lui-même les unités de sondage, décider lui-même des personnes à interviewer, il va forcément aller, si c'est un enquêteur qui est jeune, il va forcément aller interroger des personnes de son âge, jeunes, plus accessibles. Si c'est une enquêtrice, généralement, elle va aller, c'est plus simple d'aller interroger des femmes pour elle, ou peut-être l'inverse dans certains cas, dépendamment des tranches d'âge, des classes sociales, etc. Et à l'inverse, si c'est un garçon, effectivement, lui aussi, il va avoir peut-être plus de facilité à aller interroger des personnes se rapprochant de lui. Donc, si on laisse cette marge de manœuvre aux enquêteurs, on risque d'avoir un biais énorme dans la sélection des personnes, ou là dans la sélection et le choix des répondants. C'est pour ça qu'on fixe des règles. Qu'est-ce qu'on appelle la méthode Bien évidemment, l'autre biais, c'est que les enquêteurs peuvent aller choisir des personnes qui habitent proche d'eux ou des personnes qui habitent dans un quartier plus accessible qu'un autre, etc. Alors, on applique ce qu'on appelle la méthode des itinéraires. C'est quoi? Et je vais passer rapidement sur ça, juste une petite parenthèse. Alors, la méthode des itinéraires, c'est qu'on va maintenant se pointer dans un quartier qui nous intéresse, dans lequel on va devoir choisir des unités de sondage et les répondants qui doivent participer à notre étude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un lieu central, généralement côté d'une mosquée ou d'une pharmacie connue du quartier ou d'un poste de police, etc. Et on va prendre 4 enquêteurs. On a 4 ruelles, on est au centre, il y a un petit carrefour, si on peut appeler ça comme ça, surtout dans les quartiers populaires marocains. Donc on va avoir 4 directions. On va dire à chacun des enquêteurs ou à chacune des enquêtrices de suivre un itinéraire, de partir sur sa main droite, de sélectionner toutes les maisons qui se trouvent sur sa droite, donc de prendre la ruelle à droite. Et ce qu'on fait généralement, on va appliquer la méthode des itinéraires, on va combiner une autre méthode qu'on appelle le pas. Donc je dis à la personne, l'instruction qu'on donne aux enquêteurs, allez-y, tapez à la première porte. Si vous avez le profil qui correspond à la cible, donc administrez votre questionnaire, mais ensuite ne passez pas à la maison d'après. Laissez 2 maisons et passez à la 3e maison. Ensuite, si c'est un entretien qui est réalisé, vous laissez alterner 2 maisons, vous passez à la 3e, etc. Donc on respecte un pas. Plutôt que d'aller choisir chaque maison une collée à l'autre, on aura très rapidement fait le tour de la ruelle sans l'avoir terminé de manière complète. Donc l'itinéraire, on appelle ça la règle de la main droite. Donc je choisis on demande aux enquêteurs d'aller sur leur droite. Donc chacun va suivre son itinéraire de telle sorte qu'il fasse le tour du pavé de maison et revenir au point de départ.
Quand c'est un immeuble, on a d'autres techniques. On va commencer toujours par l'étage supérieur. On ne va pas faire plus d'une maison par étage. On va commencer par l'étage supérieur, laisser un étage et passer à l'étage d'avant. Supposons que l'immeuble contienne 6 étages, on va faire le sixième, le quatrième, le deuxième. Il y a un seuil maximal à ne pas dépasser par immeuble. Je pense qu'on doit, on ne doit pas dépasser 3 à 4 répondants par immeuble, etc., etc. Il y a énormément de techniques de sélection aléatoire des personnes. Même si on est dans un échantillonnage par quota, mais pour justement améliorer la précision, on va combiner les quotas, le choix des quotas avec les itinéraires et avec ces sélections aléatoires à l'intérieur des quotas. Maintenant, on a ce qu'on appelle la méthode de quiche de sélection des répondants. Quand j'arrive à un foyer où là je frappe à la porte d'une maison, je n'interroge pas la première personne qui m'ouvre la porte. J'ai un statisticien, je pense, autrichien, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Kish, qui a élaboré une méthode, c'est un tableau, on appelle ça le tableau de Kish, dans lequel on va combiner deux éléments. On va combiner le nombre de personnes dans le foyer, donc c'est un tableau croisé dans lequel on va combiner le nombre de personnes dans le foyer et le numéro de questionnaire par exemple. Et ça nous donne un chiffre, on va dire, et on va classer les personnes du plus âgées au moins âgées dans le foyer, supposons qu'il y ait 5 personnes. Le tableau de Kish nous dit qu'il faut interroger la troisième personne. On va commencer cinquième, quatrième, on va sélectionner la troisième personne et on va demander à parler à la troisième personne. Bon, là encore, ça nécessite vraiment un cours entier dédié à ça. Je voulais juste vous simplifier un peu, vous expliquer un peu ce qu'on appelle par cette méthode des itinéraires. Alors ensuite, donc, je pense que le temps est en train de s'écouler. Concrètement, voici un exemple d'un échantillonnage par quota. Là, on a combiné trois variables qui sont la ville, le sexe et la classe sociale. Considérant que la classe sociale représente 20%, la classe sociale AB 20%, les C 35%, les D 45%, on a le poids attribué à chacune des villes. Ça c'est un exemple, hein, c'est pas forcément représentatif de la population. Casablanca maintenant dans notre échantillon doit peser pour 24%, Rabat 20, etc., etc. Donc si je multiplie les 24% ici par les 20% ici, donc 5% de mon échantillon doit être à Casablanca AB. Donc les AB de Casablanca doivent peser 5% de mon échantillon. De la même manière, si je veux prendre les D de Marrakech, les D de Marrakech, c'est la combinaison des 14% qui multiplie 45%, ça me donne 6%. 6% de mon échantillon, ça doit être des D de Marrakech, des SPD de Marrakech, etc., etc. De la même manière, on va appliquer la même répartition en termes de sexe. Donc, on a les hommes 50% et les femmes 50%. Si c'est sur la population des AB, on va prendre 10%. Mon échantillon doit être constitué de 10% d'hommes AB et 10% de femmes AB, c'est-à-dire on va répartir les AB en deux. Ça c'est simple. Quand on a la variable sexe est une variable facilement applicable quand il s'agit de faire des codes. Je vous prie de m'excuser, j'ai perdu un peu la fin. Alors voilà, ça c'est un exemple d'échantillonnage par quota. Et je pense que ça va être notre dernier slide. Là, on passe à la séance habituelle des questions-réponses. Je vous écoute. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Soit maintenant, si le temps nous le permet, soit plus tard. Je vous laisse tout le temps mon adresse mail sur mes présentations. Comme ça, vous avez la possibilité de me contacter. Certains d'entre vous l'ont fait déjà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Si vous en avez maintenant, je serai très ravi d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous écoute. On s'accorde peut-être 1 ou 2 minutes et ensuite, on va céder l'antenne pour la séance qui va suivre. Allô, vous m'entendez? Il y a des gens qui voudraient poser des questions. Vous avez des questions? N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui se sont joints à nous. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de leur dire bonjour. C'est Hicham Knessi, Madame Hayat Mahsin, Madame Khadija Mouss. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre temps et pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à me les écrire sur les commentaires. Si vous n'avez pas de questions, on va clôturer la séance d'aujourd'hui. En vous remerciant encore une fois pour votre attention, pour le temps que vous voulez bien consacrer à cette séance dédiée aux études de marché. J'espère que cette séance n'a pas été trop théorique, elle ne vous a pas, je ne vous ai pas trop, désolé du terme, saoulé avec la théorie. J'ai essayé au maximum de vous donner aussi des exemples de la vie réelle, mais comme je vous l'ai dit en tout début
de ce cours d'études de marché qu'il y a un certain nombre d'aspects théoriques qui est extrêmement important de maîtriser pour pouvoir réaliser de manière correcte et scientifique les études de marché. En tout cas, merci encore. J'espère que vous allez tous bien vous porter, que, Inch'Allah, le déconfinement du 10 juin se passera dans les meilleures conditions. Je vous souhaite Eid Mubarak Saïd d'avance parce qu'on n'aura pas l'occasion de se parler avant l'Eid. Donc l'Eid, c'est ou dimanche, je pense, ou lundi, Inch'Allah. Donc Eid Mubarak Saïd, salama, ou Eid Lila Lila Qadr, Ja'ala Lila Mubarak al Jami'. Prenez soin de vous et restez fidèles. Surtout, restez fidèles. On est là pour vous aider à suivre des cours en fonction de vos centres d'intérêt. Donc, restez fidèles, j'insiste sur ça, parce que sinon, les conséquences peuvent être fâcheuses pour notre pays. Je vous remercie encore une fois et à très bientôt, Inch'Allah. Donc, je mets fin à ce live. Merci, au revoir.